Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour ce 16e épisode, je reçois Marie-Ève Berthelet qui en est à sa 3e année de doctorat et qui est une passionnée d'histoire, mais surtout d'enseignement de l'histoire. Elle enseigne d'ailleurs au cégep de Maisonneuve et Rosemont, et ça a été un réel plaisir de l'écouter nous transmettre ses connaissances et de constater à quel point elle maîtrise bien son sujet. Le sujet en question, c'est l'histoire de 2 crimes commis à Montréal dans les années 1700. Marie-Ève Berthelet s'intéresse à l'histoire de la justice, entre autres parce que les archives judiciaires permettent de faire l'histoire du peuple en accédant à des paroles laissées par des gens qui, autrement, ne laisseraient aucun écrit. Après avoir entendu tous les détails sur le passé criminel de la métropole, il se pourrait que votre imagination s'active la prochaine fois que vous vous promènerez dans les rues de Montréal. Bonne écoute! Bonjour Marie-Ève, bienvenue au Parloir. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être ici. Aujourd'hui, on va parler de 2 crimes notoires, un qui s'est passé en 1702, l'autre en 1703, tous deux dans la région de Montréal. Vous avez, dans le cadre de votre maîtrise en histoire, vous avez étudié plusieurs procès pour meurtre dans la juridiction de Montréal. Avant qu'on commence à parler de ces 2 crimes, pouvez-vous nous dire quel type de documents vous avez consulté pour obtenir tous les détails? Oui, en fait, on est vraiment privilégiés pour les historiens de la justice à Montréal. Vraiment, toutes les archives entre 1693 et 1760 des procès sont recueillies par BANQ. Ils sont disponibles en ligne à travers leur plateforme. À l'époque, c'était Pistar, maintenant c'est Ad Vitam, là. Mais bref, donc j'ai utilisé tous les procès pour meurtre qui sont sur cette plateforme-là entre 1700 et 1760, ce qui nous a donné à peu près une trentaine de procès pour meurtre là, pour mon mémoire de maîtrise. Donc, tout ça était bien documenté par les gens à l'époque. C'était important pour eux de tout documenter. Mais en fait, les archives de procès pour meurtre, ce qui est génial avec le régime français, c'est que les greffiers notent vraiment tout le verbatim de ce qui est dit en cours. Donc, c'est vraiment des archives qui sont super riches pour l'historien parce qu'on a vraiment accès à la parole des accusés et des témoins vraiment là en entier. Là, parce que, comme j'ai dit, le greffier vraiment transcrit le verbatim. Donc, c'est une archive qui nous donne accès à une parole de personnes qui, normalement, ne seraient pas accessibles ou plus difficiles d'accès, donc des personnes qui ne sont pas nécessairement lettrées. Donc oui, c'était vraiment très, très bien recueilli. Puis c'est des archives qui sont vraiment bien entretenues là, par Bibliothèque et Archives nationales de Québec à Montréal. Intéressant. Alors, lançons-nous. On va commencer par peut-être le crime de Marie Couillot. Pouvez-vous nous parler de ce qu'elle a fait, la méchante? Je sais pas si je dirais si elle était si méchante que ça. En fait, Marie Couillot, c'était une jeune femme, si je me trompe pas, début vingtaine, qui était mariée, on sait au moins depuis 3 ans. Donc, on est en 1702, puis ce qu'on sait là, avec les archives, c'est qu'elle est mariée avant 1700. Donc, elle est mariée à peu près depuis 3 ans avec son mari, Léonard Giraud, dit Lachaume. Puis, dans le fond, ce qu'elle avance, elle, c'est qu'elle est vraiment maltraitée là, par son mari, qui semble vraiment jaloux de ses relations avec les autres hommes de manière générale. Et bon, c'est ça. Elle dit qu'elle est maltraitée par son mari, puis évidemment, bon, le divorce, c'est pas l'option la plus accessible à l'époque, ce qu'on appelait la séparation de biens et de corps. Et la solution qu'elle trouve, en fait, pour se débarrasser de son mari, c'est de le tuer. Pendant plusieurs mois, Marie Couillot va vraiment solliciter plusieurs hommes pour l'aider à tuer son mari. Puis elle va se frotter à refus après refus et éventuellement, elle va profiter du fait qu'il y a un soldat, Pierre Viau, qui est logé chez elle par biais et qui s'entend vraiment pas bien avec son mari. Puis elle profite de cette mésentente-là pour vraiment s'entendre avec Pierre Viau dit Larose pour assassiner son mari. Donc les deux vont tuer son mari en pleine nuit
à coups de hache et d'épée, donc de manière vraiment violente. Puis ils vont se débarrasser de son cadavre dans une rivière qui est pas loin de leur maison. Éventuellement, bon, c'est sûr, les gens vont se rendre compte que son mari n'est plus là. Donc, même s'il n'y a pas de cadavre à proprement dit, la rumeur fait vraiment bon train là, à Montréal. Puis, elle habite dans la paroisse de Saint-Ours, dans la seigneurie de Saint-Ours. Donc, ça fait beaucoup jaser à Saint-Ours. Et éventuellement, Pierre Vouillot et Marie Couillot vont être poursuivis par le procureur de la juridiction de Montréal. Ça va seulement être Pierre Viau qui va être vraiment là, poursuivi et interrogé parce que Marie Couillot, elle, est disparue, là, étant donné toutes les rumeurs qu'il y avait à son sujet. Elle a réussi à s'enfuir avant que la justice puisse s'en emparer. Donc, elle n'a pas bien caché ses traces, si je comprends bien, dans le sens qu'elle en parlait à son entourage qu'elle voulait commettre le meurtre avant de le faire. Donc, les gens étaient déjà au courant. Oui, c'était assez connu dans l'entourage. Il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet que c'était une femme qui essayait souvent de solliciter des hommes pour tuer son mari. Parfois, elle disait je vais t'épouser en retour. Parfois, elle offrait vraiment de se prostituer, de vendre son corps en échange de faire assassiner son mari. Donc, c'était quelque chose d'assez connu dans le voisinage. Puis, lorsque, évidemment, à un moment donné, on se rend compte que bien Léonard Giraud, dit Lachombe, n'apparaît plus du tout, ben là, c'est sûr que les rumeurs font encore beaucoup, beaucoup plus bon train. Mais, quand même, elle a quand même essayé de cacher relativement son crime parce que elle et Pierre Viau se sont débarrassés du cadavre là, dans la rivière, ce qui est chose relativement rare à l'époque en Nouvelle-France, parce que généralement, ben, c'est rare en fait que les crimes sont prémédités. Donc souvent, ça va être des meurtres qui vont être commis sous le coup de l'émotion. Donc la personne se retrouve un peu comme dépourvue face à son meurtre, puis va laisser le cadavre là, va peut-être s'enfuir ou pas, dépendamment de la situation. Tandis qu'ici, on a vraiment un meurtre qui est prémédité. Donc, elle a quand même essayé de s'en sauver en cachant le cadavre, mais c'est sûr qu'évidemment, éventuellement, les gens se rendent compte que le mari a disparu. Et donc là, vous avez dit que c'est seulement le soldat qui a été attrapé et qu'elle, elle s'est enfuie, c'est ça? Oui, ben en fait, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui est arrivé avec Marie Couillot. En fait, il y a deux options qui semblent les plus probables, pardon. Numéro un, soit qu'elle se serait enfuie dans les colonies anglaises avec l'aide de son oncle, Pierre Laporte dit Saint-Georges, donc qui lui aussi a été interrogé éventuellement dans le procès, ou soit elle aurait été vendue par son oncle aux Anglais. Donc, soit ça a été son plan ou si on veut son projet là, de s'enfuir, ou soit elle a été contrainte par son oncle qui l'aurait vendue, un peu pour réparer l'honneur de la famille, là, en disant cette personne-là qui a tué son mari ne fait plus partie de notre famille, donc on la chasse, si on veut, là, du clan familial. Donc, c'est pas trop clair qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau-là, mais dans tous les cas, elle n'a jamais été retrouvée, jamais été arrêtée. J'imagine qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de satellite ou de téléphone cellulaire, c'était assez facile de s'échapper. Quels étaient les moyens des individus pour justement s'échapper de la justice quand ils étaient accusés d'un crime? Mais en fait, c'est vraiment pas difficile de se sauver de la justice à l'époque. Surtout, bon, parce que les effectifs sont vraiment peu nombreux, premièrement. Deuxièmement, le territoire de la Nouvelle-France est immense. Puis il est immense, puis il est en proximité aussi, évidemment, avec beaucoup de populations autochtones, avec des colonies anglaises. Donc, il y a plusieurs autres sociétés, si on veut, ou villages dans lesquels on peut s'échapper. Puis aussi, au niveau des effectifs, à chaque moment donné, dans la juridiction de Montréal, il y a seulement un lieutenant général du roi, qui est comme le juge principal de la justice, si on veut, puis un procureur du roi, qui, lui, doit s'occuper de tous les crimes sous la juridiction. Donc, sous la juridiction de Montréal, il y a seulement, si on veut, deux hommes là, vraiment en charge de la justice à chaque moment donné. Donc, c'est sûr que les effectifs sont pauvres, sont peu nombreux. Le territoire est immense, avec des populations relativement à proximité où est-ce qu'on peut s'enfuir. Donc, c'est relativement facile là, pour un criminel ou un accusé de se sauver. J'en ai même une qui s'appelle Marie-Joseph Étier, qui elle aussi a tué son mari. Puis quand je regarde dans les archives généalogiques, bien, j'ai trouvé qu'elle s'était seulement sauvée à Terrebonne. Puis elle n'a jamais été retrouvée.
Elle n'a jamais été poursuivie là, par la suite. Je pense que c'est pas nécessairement parce qu'on savait pas qu'elle était là, mais parce que les moyens pour poursuivre les criminels sont vraiment pauvres, les effectifs sont peu nombreux. Donc, j'imagine que le taux de criminalité était relativement élevé, compte tenu qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de décourager les gens de commettre des crimes. Pour le taux de criminalité, c'est un petit peu difficile à savoir parce que c'est sûr que les chiffres qu'on obtient en tant qu'historien, mais c'est les chiffres qui proviennent des archives criminelles. Donc, c'est sûr qu'on on a seulement accès aux chiffres aux personnes qui ont été poursuivies. Mais en histoire du crime et de la justice, généralement, on parle de ce qu'on appelle un chiffre noir ou un chiffre sombre de tous les crimes là, qui échappent à l'historien parce qu'ils n'ont jamais été poursuivis, donc il n'y a pas d'archives pour les retracer. Mais de manière générale, à Montréal, c'est quand même une population qui est relativement plus criminogène que dans les autres juridictions là, de la Nouvelle-France. Je dirais que de la majorité des procès criminels, écoutez, il y a plusieurs recensements qui ont été faits. Je vais utiliser celui d'Éric Wenzel pour le moment. Lui, il recense 400 procès criminels dans les juridictions de la Nouvelle-France à cette époque-là, donc Montréal, Trois-Rivières, Québec, et environ 320 qui sont à Montréal. Donc, sans nécessairement que ce soit une population plus criminogène, on sait au moins qu'à Montréal, on est davantage poursuivi ou qu'il y a une plus grande diligence là, pour les crimes. Et peut-être aussi, en fait, qu'il y en a une plus grande quantité. Mais c'est sûr que c'est difficile, c'est un chiffre qui est difficile à obtenir, là, des taux de criminalité. Mm-hmm. Et donc, revenons à ce crime de Marie Couillot et son soldat qui ont assassiné le mari de Madame Couillot. Quelle était la peine encourue au soldat? De manière générale, même si un criminel ou une criminelle s'est enfui, on va quand même le ou la condamner. Okay. Donc, pour Marie Couillot et Pierre Viau, les deux sont condamnés à la même chose, c'est à la pendaison devant la maison de la victime, entre guillemets, au lieu le plus passant. Puis, ensuite, leur tête va être coupée et posée sur des pieux à cet endroit-là aussi pour que les passants qui marchent voient la tête là, des condamnés. Mm-hmm. Dans le cas de Pierre Viau, ça c'est pour vrai, c'est vraiment son corps qui subit cette peine-là. Dans le cas de Marie Couillot, elle va être condamnée symboliquement par ce qu'on appelle la contumace. Donc, même si un criminel est inaccessible, c'est très important pour les valeurs de la justice montréalaise, pour servir d'exemple, de quand même condamner cette personne-là. Ça va être fait par un tableau là, à son effigie. Donc, Marie Couillot, même si elle n'est pas là pour subir sa peine, en théorie, elle est punie, puis elle va vivre après donc une mort civile, là, si on veut. C'est comme si elle n'existait plus aux yeux de la juridiction montréalaise. Mm-hmm. OK. Et maintenant, si on passe au deuxième crime qui est commis par Madame Louise Desaintes. Alors, deux femmes, aujourd'hui, deux femmes criminelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Louise Desaintes? Oui, ben en fait, je vais tout de suite protéger l'honneur de Madame Desaintes. Elle n'a pas commis de crime. Elle a été accusée d'un infanticide. Et puis, justement, c'est pour ça que ça passait autant là, à l'histoire, si on veut. Aussi, du moins, j'ai trouvé ce crime-là vraiment intéressant. C'est parce que Madame Desaintes, c'est la seule personne accusée de meurtre ou d'infanticide à poursuivre les juges de la juridiction de Montréal après. Pour avoir été là, faussement accusé. Donc, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un nouveau-né qui a été retrouvé proche d'une rivière. J'ai épargné les détails de son état, mais bref, il avait à peu près, le chirurgien estime qu'il était âgé de 48 heures. Il est mort, donc il y a eu un infanticide qui a été commis. L'infanticide, c'est un crime qui est considéré très grave à l'époque parce que le grand problème qui vient avec l'infanticide, c'est qu'on ne baptise pas l'enfant, et donc qu'on prive une âme de son ciel, de son paradis, puis d'être enterré en terre chrétienne. Donc, c'est très important de poursuivre les personnes, les femmes, qui pourraient avoir commis un infanticide parce qu'on est vraiment dans un péché non seulement mortel, mais qui vraiment là, affronte directement l'ordre divin sur terre et au ciel en même temps. Mm-hmm.
Donc, on se retrouve avec un cadavre, puis on n'a pas vraiment de suspect pour le moment. Donc, le procureur du roi fait son enquête et le nom de Louise de Sainte apparaît là, au courant de l'enquête. Louise de Sainte, c'est une femme qui est mariée à un homme bourgeois, un marchand bourgeois de bonne réputation, et c'est une femme qui a beaucoup de personnes très importantes dans son entourage. Donc, son beau-frère, c'est Charles de Monseigneur, qui est contrôleur de la marine et des fortifications de la Nouvelle-France. Son beau-père, René-Louis Chartier de Lobinière, qui est lieutenant général, lui, à Québec. Donc, il est quand même très bien entouré dans sa famille, puis de son mari aussi. Donc, c'est une femme de statut très élevé. Le fait d'être accusé d'infanticide, c'est une attaque directe à son honneur. Non seulement l'accusation, mais aussi tous les examens qui viennent avec ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sage-femme puis un chirurgien qui vont vérifier sur son corps s'il y a des indices d'un accouchement récent. Donc, il y a toute cette attaque-là là, au corps aussi de cette femme qui se produit lorsqu'elle est accusée. Donc, le chirurgien, la sage-femme découvre que non, elle ne vient pas d'accoucher, donc que ce n'est pas elle. Et à ce moment-là, Louise de Sainte va poursuivre le lieutenant général et le procureur du roi à la Cour supérieure de Québec, Conseil souverain, si je ne me trompe pas, qui s'appelle à l'époque. Ça change de nom, des fois c'est Conseil supérieur, Conseil souverain, donc vous m'excuserez si je n'ai pas l'expression exacte. Mais bref, elle va avoir gain de cause. Et le lieutenant général, qui est Louis-Alexis Fleury Deschambault, ils ont vraiment des très longs noms à l'époque, les gens, va être reconnu coupable d'avoir mal fait les choses et va être suspendu de sa charge pendant un mois durant lequel on va lui dire tu dois retourner étudier les ordonnances du roi. Donc une très grosse tape sur les doigts pour Louis Deschambault. Donc c'est ça qui fait que ce crime-là est très intéressant. C'est tout ce qui s'est déroulé dans je vais le dire, dans l'arrière-scène. Pardon. OK. Donc, le criminel n'a jamais été trouvé, c'est ça? Non, il y a une autre femme qui a été examinée qui s'appelle Marianne Aymon, qui était une jeune servante, donc une personne du bas peuple là, qui n'a pas vraiment une grande réputation en Nouvelle-France. Mais la seconde que Louise de Sainte poursuit les juges, ça a mis fin là, aux procédures. Vraiment, toute la procédure s'est tournée maintenant vers les juges. Donc, ça démontre quand même toute l'importance de cette femme-là et de sa réputation, du fait que c'est elle qui a primé sur la mort d'un nouveau-né. Donc ici, on parle d'un infanticide. Question un peu lugubre. Est-ce que c'était assez courant à l'époque, étant donné que les conditions de vie il y avait beaucoup de pauvreté, peut-être que les mères parfois étaient portées à faire ça vu qu'il n'y avait pas assez de nourriture, ou est-ce que c'était quelque chose qui se passait? Ça aussi, on rentre un peu dans un chiffre sombre ou le chiffre noir des crimes parce que c'est un crime qui est relativement facile à cacher. La grossesse, c'est sûr, c'est pas quelque chose de super facile là, à cacher en soi, mais je veux dire, ça se fait. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle recel de grossesse. Au niveau des crimes à Montréal qui ont été poursuivis pour infanticide, moi, dans mes archives, c'est le seul entre 1700 et 1760. Par contre, comme j'ai dit, c'est un crime qui est relativement facile à cacher parce que la victime, personne ne la connaissait avant. Elle n'était pas née. Puis, c'est un tout petit corps qui est assez facile à cacher par la suite. Donc, ça aussi, ça rentre un petit peu dans l'inconnu, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui se faisait à l'époque parce qu'il y avait toute la question d'honneur derrière les grossesses illégitimes, sans nécessairement que ça soit d'être capable de nourrir ou non une bouche. En fait, c'est vraiment la question de est-ce que cette grossesse-là est légitime ou est-ce qu'on s'est fait avoir par des fausses promesses de mariage? Est-ce qu'on est marié puis c'est pas l'enfant de notre mari? Tu sais, toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est surtout dans ces circonstances-là qu'on va avoir recours à l'infanticide. Par contre, comme je l'ai dit, moi, c'est mon seul procès pour infanticide durant la période. L'autre procès pour infanticide, durant ma période, en fait, c'est compliqué. C'est une jeune femme qui s'est suicidée et qui était enceinte. Et à ce moment-là, ben, on a poursuivi la femme suicidée pour suicide et pour infanticide. Donc, je ne l'ai pas compté dans mes meurtres parce que pour moi, le meurtre, je le voyais vraiment comme une violence faite sur autrui.
Tandis qu'à l'époque, se suicider, c'est s'homicider soi-même. Mais moi, je l'ai pas. Dans mon cadre théorique, ça rentrait pas dans dans les infanticides. Vous avez parlé de suicide. Est-ce que le suicide était interdit à l'époque? Oui, c'était criminel, très, très, très criminel même. Mhm. C'est plus qu'un péché mortel. C'est vraiment faire un affront à Dieu de se suicider. Donc, dès qu'on sait qu'une personne est suicidée, il va y avoir procès sur la personne, sur son corps. Euh, Puis quand on la trouve coupable, le, le cadavre va être puni de manière assez spectaculaire. Parfois, on va prendre le cadavre, on va le traîner dans les rues de Montréal. Après ça, c'est sûr que la personne n'a pas le droit d'être enterrée en terre chrétienne. Donc, en théorie, puis dans toute l'idéologie, c'est vraiment de priver la personne, encore une fois, de son paradis là, qui rentre en jeu. Mhm. Pour revenir à Madame Louise de Sainte, c'était une personne qui appartenait à la noblesse. Euh, est-ce que le fait d'appartenir à la noblesse ou non, est-ce que ça influençait la manière dont on était jugé après un crime? En fait, Madame de Sainte n'était pas nécessairement de la noblesse. Euh, Son nom laisse suggérer que peut-être, mais son mari n'est pas noble. Donc, c'est un petit peu dur à savoir pour ça. Parce que généralement, quand on a le préfixe de dans notre nom, ça signifie une certaine noblesse. Je sais qu'elle était très importante. Là, si on veut, son statut était vraiment important. Euh, mais je peux pas statuer là, avec conviction sur son statut. Par contre, pour ce qui est vraiment de la noblesse, c'est sûr que ça a une influence sur le cours de la justice. En fait, euh, la peine de mort pour les nobles va être différente. Généralement, la peine de mort standard là, pour le crime de meurtre, ça va être la pendaison. Pour les nobles, ça va être la décapitation. Mhm. Ceci dit, encore une fois, entre 1700 et 1760, dans mes procès, moi, il n'y a pas eu de nobles condamnés à mort. Euh, Ils ont été pardonnés par le roi. Donc ça, Mhm. c'est une autre avenue là, qui s'offre peut-être beaucoup plus facilement aux nobles ou aux personnes qui sont haut placées. Sans nécessairement être noble, on a quand même une bourgeoisie qui devient de plus en plus puissante. Donc, il y a des postes aussi qui sont importants en Nouvelle-France qui peuvent être obtenus sans être noble non plus. Donc, si on est une personne, disons, de haute stature, d'un bon statut dans la société sociale, oupsie, dans la société montréalaise, pardon, ou de la Nouvelle-France en général, euh, c'est possible ensuite de demander le pardon du roi beaucoup plus facilement que lorsqu'on est une personne qui est dans la population. Donc, vous avez vu dans vos archives que des meurtres pouvaient être pardonnés par le roi, des fois? Oui, en fait, j'en ai deux en particulier, mais je vais en traiter d'un. Là, le meurtrier, c'était Louis Daibou. Et lui, c'était un jeune noble qui, sans presque l'ombre d'un doute, a vraiment assassiné là, sa victime de manière volontaire, pas préméditée par contre, là, mais vraiment, c'était pas un accident. Et normalement, lorsqu'on tue quelqu'un de manière volontaire, euh, le roi, en théorie, n'est pas supposé nous pardonner. Le pardon va subvenir si on explique vraiment que c'était un accident ou j'ai été excessivement provoqué, je me défendais, des trucs comme ça. Euh, Ce qui se passe, c'est que Louis Daibou, lui, s'est sauvé en France après avoir tué sa victime, dont le nom m'échappe pour le moment, désolé. Et est parti en France pendant quelques mois ou quelques années, je ne me rappelle pas exactement. Puis, il était vraiment proche du duc d'Orléans à l'époque là-bas. Puis, c'est grâce à cette connexion-là qu'il va parvenir à obtenir le pardon du roi. Euh, Généralement, quand on veut obtenir le pardon du roi, on écrit une lettre, là, une longue lettre dans laquelle on justifie toutes nos actions. Puis lui, s'était justifié en disant que son honneur avait été vraiment attaqué, euh, qu'il faisait noir dans l'allée lorsqu'il a assassiné la personne à coup d'épée. Vraiment, c'est une liste d'excuses après excuses après excuses. Puis le roi l'a pardonné de toute évidence là, à cause de ses connexions, plus que à cause des circonstances de son crime. J'aimerais parler du sujet des féminicides parce que c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui, en 2022, malheureusement. J'oserais croire que c'était quelque chose de courant dans le temps, vu que la question des genres n'était pas très évoluée à cette époque. Écoute, j'oserais croire moi aussi. Par contre, j'en ai pas dans mes archives. OK. J'ai
2 femmes qui ont été tuées, mais on peut pas dire que c'est dans un contexte à proprement dit de féminicide. Donc, bon, il y a plusieurs définitions de féminicide, mais généralement, on peut s'accorder pour dire qu'un féminicide, c'est de mourir parce qu'on est une femme. J'ai une femme autochtone qui a été tuée. L'enquête s'est close très rapidement parce que ça semblait être une affaire entre autochtones. Donc ça, généralement, la justice montréalaise ne s'en mêle pas. Puis j'ai une autre femme qui a été tuée, elle, par son voisin, avec elle, son mari à elle, ont été assassinés là, par le voisin parce que le voisin voulait les voler. Donc, c'était pas parce qu'elle était femme, il n'y avait pas de misogynie dans l'acte, c'était pour les voler, voler leur argent parce que c'était un couple, une famille qui semblait beaucoup mieux s'en tirer là, financièrement que le voisin en question. Donc, je n'ai pas eu de féminicide à proprement dit durant ma période, ce qui m'a quand même, je dois avouer, surprise. Là, c'est sûr que je me suis demandé, bon, est-ce qu'il y a un aura de légitimité alentour du féminicide? Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a pas eu. Généralement, je dirais que la justice montréalaise fait preuve de beaucoup de diligence là, pour les crimes. Donc, je pense pas que c'était quelque chose qu'on jugeait légitime. Là. Je crois que s'il y en avait vraiment eu à l'époque, il y aurait eu des archives pour l'appuyer. Peut-être qu'il y avait des cas de violence conjugale, mais que le mot féminicide apparaissait pas parce que c'est peut-être un mot qui est plutôt moderne. Ah non, ça c'est sûr que féminicide, le mot apparaît pas, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, la violence conjugale, ça, oui, c'est sûr, il y en avait à pleine pelletée. Puis la violence conjugale était considérée légitime jusqu'à un certain point. Je me rappelle plus dans quel procès j'ai vu ça, parce que bon, je fais beaucoup de projets de recherche en ce moment, donc je regarde pas nécessairement juste des procès pour meurtre, mais je me rappelle d'un procès pour voie de fait dans lequel un mari battait sa femme. En fait, c'était peut-être un procès pour séparation de biens de corps. Un mari battait sa femme et puis l'argument, en fait, qui était émis contre lui, c'est qu'il la battait tellement qu'elle criait trop fort que ça dérangeait les voisins. T'sais. C'était ça l'argument. C'était pas tu la bats, c'était tu la bats avec tellement d'excès que ça la fait crier, puis là, ça dérange les voisins. Fait que c'est ça. C'est sûr que la violence conjugale est vraiment perçue de manière très différente à l'époque, mais au niveau du féminicide en tant que tel, ça, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de conjoint qui a tué une femme, puis j'ai pas eu de femme qui a été tuée par misogynie. Si on revient à la peine de mort, est-ce que c'était quelque chose qui était appliqué de manière fréquente? C'est sûr que la peine de mort, c'est une peine qui peut être encourue pour plusieurs types de crimes. Là, moi, c'est sûr que pour mes chiffres, j'ai parlé du crime de meurtre. Bon, moi, j'ai une trentaine de procès pour meurtre qui ont eu lieu entre 1700 et 1760. Puis, environ un tiers de ces procès-là se sont soldés par une peine de mort. Ceci dit, de ce tiers-là, j'ai combien? J'ai 3 ou 4 personnes qui ont réellement été tuées. Parce que généralement, ben, les gens se sauvent. Donc, ça va être des procès qui vont se solder là, par contumace. Mais c'est ça, j'ai juste 3 ou 4 personnes qui ont été condamnées. Ça m'échappe en ce moment, mais vraiment pas beaucoup de faits là, qui sont condamnés que leur corps est tué. Est-ce que vous avez lu sur la prison, sur la situation des prisons, comment c'était à l'époque? En fait, la prison n'est pas une peine à l'époque. C'est l'endroit où est-ce que les personnes vont être placées en attente d'un procès. Puis ça va dépendre des procès aussi. C'est pas tous les procès où est-ce qu'on va amener une personne en prison. T'sais. Si c'est pour dette, ça va être très, très rare que la personne va être emprisonnée en attendant sa sentence. Si c'est pour meurtre, ça, oui, c'est automatique. On fait ce qu'on appelle une prise de corps. Donc, on va chercher la personne puis on la met en prison pour éviter justement qu'elle se sauve en attendant la fin du procès. Mais ce n'est pas une peine à l'époque, l'emprisonnement. OK, donc il y avait jamais de gens qui vivaient plusieurs années dans une prison, peut-être Écoute, 20-30 ans. non, 20-30 ans, ça non. Ça peut arriver des fois que les procès s'éternisent plusieurs mois. Puis oui, les conditions sont vraiment
sont vraiment exécrables en prison à l'époque. Mais non, ce n'est pas une peine. On ne dit pas maintenant tu es condamné à être en prison. C'est vraiment plus une pratique le mot m'échappe en français, là, mais de convenience pour éviter que les personnes se sauvent. OK. Avant de terminer, je sais que vous avez commencé à étudier un peu la prostitution, mais que vous ne vous sentiez pas vraiment prête à en parler. Mais est-ce que vous avez quelque chose à nous partager sur le sujet que vous avez récemment appris sur la question de la prostitution dans ces années-là? Mais en fait, je veux pas vous corriger, mais je travaille sur les violences sexuelles. Ah, OK, pardon. Ce qui peut inclure éventuellement la prostitution, dépendamment des conditions, mais c'est ça, je travaille en fait sur les violences. J'ai dit violences sexuelles, mais moi, je préfère dire violences à caractère sexuel. Donc, c'est-à-dire que je travaille sur une large gamme de violences, donc de l'injure à connotation sexuelle, donc traiter une personne de putain, par exemple, jusqu'au viol. Puis ça, je m'y intéresse dans la juridiction de Montréal, mais je m'y intéresse aussi à Boston. Tu sais, je veux vraiment comparer durant la période révolutionnaire américaine, puis durant la guerre de 7 ans ici, les violences à caractère sexuel, leur traitement, leur punition, leur perception. Donc en ce moment, je travaille là-dessus. Je viens tout juste de commencer à défricher là, mes archives montréalaises. Donc je les ai même pas encore lues, je suis encore à l'étape là, de les accumuler. Mais de ce que je peux voir pour le moment, le viol en tant que tel, c'est rare qu'on est poursuivi pour viol. De ce que j'ai vu, puis encore là, c'est très, très, très préliminaire là, comme constat, c'est que les viols qui sont poursuivis sont souvent sur des enfants. Parce Mhm, que ce sont des victimes, entre guillemets, parfaites, dans le sens que on peut pas faire semblant que c'est quelque chose qu'elle désirait, d'avoir des mhm, rapports sexuels. T'sais. Tandis que pour une femme qui est violée, mais ça va toucher son honneur à elle aussi. Ça attaque son honneur à elle, ça attaque l'honneur du père si elle n'est pas mariée, du mari si elle est mariée. Donc, ça va être assez rare qu'on va poursuivre quelqu'un pour viol parce que la honte du crime rejaillit énormément sur la victime. mhm. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, on se le cachera pas. Mais à l'époque, c'est d'autant plus officiel, là, si on veut. Mhm. OK, alors c'est tout de mon côté. Je vous remercie énormément pour votre bel apport à mon balado et bonne continuité. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.